la deuxième partie de notre semaine dans le monde. Et si vous nous rejoignez, je vous représente nos invités, pardonnez-moi rapidement. Sophie Malibaud, qui est adjointe au service international de Radio France Internationale. Angela Diffley, qui est journaliste britannique, qui a longtemps travaillé pour la BBC. Stéphane Simmons, qui est correspondant pour le site internet Der Spiegel. Et Éric Brunet, qui est polémiste, notamment sur RMC ou encore BFM TV. Les Grecs sont au bord de l'asphyxie. Ils subissent un énième plan d'austérité. C'est la contrepartie pour toucher les 130 milliards d'euros pour éviter la faillite. Le salaire minimum est revu à la baisse. Certaines pensions de retraite sont à nouveau abaissées. 15 000 postes dans la fonction publique seront supprimés d'ici la fin de l'année. Et tout cela, pourquoi ? Eh bien, écoutez, ces quelques réactions à Athènes. Je crois que notre pays a été trahi par ces mesures. Ils nous ont vendus. Ils ne peuvent pas aller si loin. Nous devons nous battre pour que tout cela se termine une fois pour toutes. Les Européens ont peut-être un plan secret qu'ils n'ont pas révélé. Après tant de sacrifices par le peuple grec, des sacrifices quotidiens, je ne comprends pas. Il y a peut-être un plan secret pour nous contraindre à sortir de l'euro. Les résultats seront déprimants pour le peuple et pour l'économie. Éric Brunet, on en est au énième plan d'austérité. La dette n'a pas été grandement réduite. D'ailleurs, Juncker, qui est le président de l'Eurogroupe, a dit ce soir « Nous sommes loin de l'objectif de réduire le ratio dette sur le PIB de la Grèce à 120% d'ici 2020 ». Est-ce que le seuil de l'intolérable n'a pas été dépassé ? Écoutez, je vais vous répondre avec franchise, quitte à être un peu iconoclaste. Je ne donnerai pas dans le propos compassionnel tel qu'on les entend sempiternellement sur les Grecs. Les Grecs ont failli. Ils ont ébranlé l'équation européenne parce qu'ils ont été inefficients. Ils ont été, à mon avis... ils ont été irresponsables. Et ce qui se passe aujourd'hui est extrêmement grave. Alors c'est très grave pour eux, ça génère une crise sociale sans précédent, bien sûr avec une désespérance sociale terrible. Enfin, je suis désolé, rappelons tous les jours que ce sont les Grecs eux-mêmes qui se sont mis dans cette situation. Et rappelons que ce sont quand même les Européens qui leur ont donné un blanc-seing aussi. Ce sont les Grecs qui ont fourni des chiffres qui étaient faux à la communauté européenne pour intégrer l'Europe. Mais laissez-moi juste terminer sur ce sujet. Je sais bien que c'est inaudible, je sais bien qu'on ne peut pas dire ça, je sais bien que la mode, c'est à prendre des postures compassées en regardant les Grecs. Je suis bien évidemment, comme tout le monde, solidaire de la souffrance des gens. Mais enfin, rappelons de temps en temps que nous sommes en train de les aider. Tous collectivement, que ça n'est pas facile et que quand on aide des gens, c'est avec nos impôts, les impôts des contribuables français, espagnols, allemands, et que par conséquent, il est logique que nous demandions des gages. C'est simplement du bon sens. Et arrêtons sans arrêt de dire, mon Dieu, les pauvres, ils sont victimes du système bancaire européen. Non, ils sont en premier lieu victimes de leur irresponsabilité. Voilà, une fois qu'on a dit ça, après, on peut tout échafauder. Voilà, mais rappelons-le de temps en temps. Surtout, moi, je me demande à quoi ça sert de dire ça. Après, une fois que vous avez dit ça, à quoi ça sert ? Est-ce que vraiment, en parlant de cette façon et en s'adressant aux Grecs et à leurs responsables de cette façon, est-ce qu'on va les aider à bouger l'opinion publique dans le bon sens ? Ils vont avoir énormément de mal parce que là, on est en train de se mettre... Vous avez entendu les réactions populaires, on peut pas faire la sourde oreille à ça. Oui, mais donc, regardez l'Irlande. À quoi ça sert de dire ça ? D'autres pays qui ont été les très réactions mal servis populaires aussi au moment par la réforme des retraites en France. Il y avait aussi des réactions populaires, des gens qui se roulaient dans la rue. Ça et n'aide qui pas disaient, vraiment c'est la mise en terrible. œuvre de la réforme. Non, mais, et donc, je ne vois pas simplement l'utilité d'envoyer ce genre de sentence et de faire jouer la culpabilité, de faire jouer tous ces ressorts. Il y a quand même de la diplomatie à mettre en œuvre afin que le gouvernement puisse mettre en œuvre des réformes. Il va y avoir des élections. Alors si on veut que ce soit l'émeute totale et que le chaos total dans les rues d'Athènes et ailleurs... Les gens qu'on entend tous les jours ne semblent pas vouloir de ces réformes, les Grecs qu'on entend. Oui, mais je pense qu'il y a quand même un petit peu de diplomatie et qu'on ne peut pas sans arrêt leur mettre sous le nez leur culpabilité d'avoir fauté par le passé, etc., leur responsabilité. Et je pense qu'ils en sont conscients. Ça fait des mois, voire des années maintenant. Qu'ils en soient conscients. Je suis pas convaincu. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec votre démarche. Après, il faut dire, mais comment réagir ? Je crois qu'on n'est pas dans le compassionnel quand on dit qu'il faut supporter la Grèce. C'est une question d'intérêt. Si aujourd'hui en Allemagne, d'après un sondage qui est sorti hier, vous avez
48% des Allemands qui sont pour le plan de soutenir la Grèce, et vous avez 46 qui sont contre, alors c'est moite-moite. Ceux qui sont pour le sauvetage de la Grèce, ce n'est pas parce qu'ils trouvent que leur gouvernement était génial et que cette histoire de chiffres, on le passe sous le tapis. Non, c'est parce que si la Grèce sera obligée de sortir de l'euro, nous, les Allemands, vont souffrir en premier plan. Et les Français encore davantage. Et toute l'idée, parce que l'Allemagne, avec son économie d'export, a beaucoup gagné avec l'euro. Si la Grèce, si l'euro explose à cause de la Grèce, c'est fini. Dans le package pour sauver la Grèce, nous, on est contribuable numéro 1. Mais vous avez raison. raison. Ça, je pense qu'il faut quand même faire un petit peu attention aux sentiments des gens et que tout ce qui est de nature à provoquer le chaos et à rendre la pilule encore plus amère ne fait absolument pas avancer les choses. Provoquer mais le chaos. Surtout, Éric Brunet, le sentiment qu'on a, c'est qu'on en est au énième plan, qu'il n'y a pas d'effet réellement. Donc c'est ça quand même qui est gênant. C'est-à-dire qu'on demande non seulement aux Grecs de serrer la ceinture, mais pour l'instant, on ne voit pas les effets de ce plan. C'est ça aussi qui est gênant, qui est difficile, je pense, pour les Grecs. Mais ils ont été très, très mal servis par leur gouvernement successif. Ils sont tous pareils. Ils ne font pas les réformes qu'ils promettent de faire. Ils sont responsables aussi, les Grecs. Vous êtes d'accord avec les gouvernements grecs sont entièrement responsables. Ils étaient incontactables. Je ne voudrais pas tomber dans un poujadisme. Le gouvernement grec n'était pas, on ne pouvait pas les joindre cet été, c'est-à-dire pendant le mois de juillet, une partie du mois de juillet et le mois d'août, demander aux diplomates français, demander à ceux qui ont travaillé sur le dossier grec, ils ont été injoignables pendant à peu près 6 semaines. C'est qu'au bout d'un moment, je pense qu'il est d'abord la colère des Européens, on peut l'entendre. Alors vous me dites qu'elle est improductive. Vous avez raison, enfin, on peut l'entendre, on peut l'exprimer, parce qu'il y a quand même un côté insupportable. Et puis surtout, moi, ce que j'entends, c'est, dans ces reportages, la rue grecque qui ne veut plus de ces réformes. Alors, nous entendons des Européens qui sont en train de faire jurer, promettre aux partis politiques de l'opposition grecque que si jamais ils arrivent au pouvoir dans quelques mois, ils ne remettront pas en cause les préceptes qui pourraient être votés aujourd'hui. Vous imaginez jusqu'où C'est-à-dire n'importe quel tribun, n'importe quel dictateur peut arriver demain en Grèce et se nourrir de cela en disant non, nous ne voulons plus. Parce que la rue est contre ces réformes. Devons-nous aller contre la volonté des Grecs ? Mais est-ce que c'est justement à l'Europe d'imposer ces réformes ? Est-ce que c'est pas antidémocratique ? Alors justement, le gouvernement allemand, Stefan Simons, quand on entend quand même dans la classe politique allemande certains qui demandent à ce qu'il y ait un report des élections, donc il y a quand même des élections anticipées au mois d'avril, est-ce que c'est pas choquant quand même ça ? Est-ce que c'est pas antidémocratique ? Est-ce que c'est pas s'immiscer dans la vie politique des Grecs ? Est-ce qu'il n'y a pas même un péril démocratique ? Je suis tout à fait d'accord. Moi, je trouve cette démarche est inadmissible et je crois que ça aide même pas aux intérêts économiques de l'Allemagne, voire de l'Europe. Et si je comprends la démarche d'Éric, j'ai tout à fait votre compassion, ou votre... oui, on peut être contre le fait qu'on nourrit les Grecs avec des gros chèques des milliards d'euros. Mais attention, mais qu'est-ce qui ira l'alternative ? Vous aurez tout le système, enfin, au moins 3 ou 4 banques françaises qui vont s'écrouler, et donc ça va être le contribuable français qui va payer pour le bail-out de Paribas. Et surtout, économiquement, on ne fera rien passer. On ne pourra rien faire passer économiquement si on demande un abandon de souveraineté. Et Éric, dites-moi, c'est le scénario du pire. Si les Grecs sortent de l'euro, il n'y aurait pas un effet de domino après pour les Portugais? Il ne faudrait pas faire la même chose. Je sais que ces scénarios catastrophistes sont sans arrêt utilisés par ceux qui, comme vous, peut-être légitimement, disent il faut les conserver vaille que vaille. Conservons les Grecs vaille que vaille dans l'euro, dans la zone euro, dans l'Europe. Mais jusqu'à quel point ? Aujourd'hui, ils nous disent nous n'en voulons plus. Aujourd'hui, ils brûlent la moitié d'Athènes en disant ces députés qui votent cette loi sont des députés factieux. Jusqu'où devons-nous aider les Grecs ? Contre leur propre gré ? Ça me paraît très difficile à tenir comme position. Qui va ramasser les conséquences si on dit allez vous faire foutre ? Je ne sais pas. En tout cas, nous n'avons pas fini de payer. Même si nous les soutenons, nous n'avons pas fini de payer, puisqu'on est tous d'accord pour dire qu'on y arrive pas. Qu'est-ce qu'on va faire avec les conséquences d'une sortie ou d'un banqueroute grec ? Il y a beaucoup de scénarios qui s'esquissent. Moi, je ne suis pas économiste, je ne vais pas ouvrir de débat avec lui. Il y a énormément de scénarios qui s'esquissent. Bien évidemment, ça va être très difficile pour la zone euro. Mais écoutez, je pense qu'au bout d'un moment, nous allons être dans l'obligation d'envisager ce scénario. Ça me paraît même
inéluctable. La sortie de la Grèce de la zone euro, d'ailleurs en Allemagne, certains l'envisagent déjà. Wolfgang Schäuble, notamment le ministre de l'économie, a posé cette éventualité. On va parler de la campagne électorale en France, si vous le voulez bien. C'est parti. Nicolas Sarkozy a annoncé mercredi soir sa candidature. Premier meeting le lendemain, Annecy, avec un slogan « La France forte, à droite toute ». Courageuse et fidèle. Je voudrais dire que je ne comprends pas non plus le débat sur la droitisation. Je ne comprends pas cette obsession de la droite et de la gauche. En 5 ans, je ne me suis pas posé une seule fois la question de savoir si les décisions que je prenais, si les réformes que j'engageais, c'était pour faire plaisir à la droite ou à la gauche, parce que je n'ai jamais eu d'autre critère que celui de l'intérêt général. Ça vous fait sourire, Stéphane Simons. Il n'a eu jamais d'autre critère que l'intérêt général. C'était le président de tous les Français, ni à droite, ni à gauche. Avant tout, il a eu l'intérêt de rester à l'Élysée. Et je crois s'il y a un motif dans ce personnage Sarkozy, c'est avant tout, il voulait le pouvoir. Il le veut depuis qu'il a 18 ans, il était à Versailles. Il le veut depuis qu'il se rase quand il était au ministère de l'Intérieur, et il le veut encore plus depuis qu'il est installé à l'Élysée. Et s'il se fait éjecter là aux élections qui vont venir, je vous dis, le lendemain, il sera sur les barricades pour reprendre. Je crois que c'est une bête politique. Et quand on voit son début là, à Annecy, parce que les prestations sur TF1, l'interview... Alors, vous l'avez trouvé comment ? Allez, sur TF1, il était mauvais. Hein. Il n'était pas très bon, ouais. Il n'aime pas être questionné par les journalistes. Hein. Ça le dérange, ça l'énerve. Et enfin, les conditions étaient bonnes. Hein. Il est sur une chaîne de son ami Bouygues. Il s'est fait interview par une ancienne petite copine qui est devenue animatrice star, Laurence Ferrari. C'était pas très contraignant. Mais quand il a lancé le mot « grand ange hein, », on sentait qu'il n'était pas à l'aise. Alors, à Annecy, le lendemain, alors là... C'est la bête de campagne qui est revenue. Là, c'est le début. Il lit son texte préparé par sa plume. Et là, il lance... Il est dans sa force. Hein, il est en mode attaque. Il est en mode attaque. Vous l'avez trouvé bon, Éric Brunet, hier, Nicolas Sarkozy à Annecy? Il a raison, il y avait des doutes sur le Sarkozy, sa volonté, sa niaque, comme on dit. C'est vrai qu'à TF1, il souhaitait être présidentiel. Aussi à la télévision, on lui avait assez reproché dans ce décor en carton-pâte que les éditocrates de gauche ont construit pendant 5 ans avec le Fouquet, etc. On en avait fait un espèce de gigotant malade, etc. Non, il avait le souhait de montrer qu'il était assez apaisé, etc. Bon, ça, c'était TF1. Alors, hier soir, c'est redevenu à Annecy la bête politique. Il a fait un discours de 45 minutes qui était vraiment saillant, une épée avec un peu de compassionnel, pas trop, un petit peu d'attaque à l'endroit d'Hollande, mais pas trop non plus. Il a été sur des... Oh non, il a été... Ah oui, c'est comme ça. Oui, mais bon, ça va, on est quand même en campagne. Oui. Et puis, surtout, il a esquissé, on a vu un peu plus clair dans son bilan, et il a eu des accents de sincérité. Quand il explique aux Français que ce qu'il a fait, ces 138 réformes qu'il a mises en œuvre en 5 ans, c'était quand même avec face à lui les corps constitués, le corps social, le monde syndical, les conservatismes, la haute administration, on comprend. Et ça, s'il y a un point sur lequel on ne peut pas remettre en cause la sincérité de Sarkozy, c'est ça. C'est que contrairement à ce qu'on pense, l'administration française s'est pas mise au garde à vous en 2007 en disant « Monsieur Sarkozy, réformez ». La réalité, c'est qu'il a eu face à lui pendant 5 ans des résistances culturelles de gauche liées à la tradition conservatrice de la fonction publique française, terrible. Non, mais si, terrible. On peut pas dire une chose et son contraire. Pendant les 5 ans, on n'a pas arrêté de dire qu'il était l'hyper-président, il introduisait trop de réformes, et maintenant on lui dit que vous avez eu 5 ans, vous n'avez rien fait. En Angleterre, les gens sont absolument fascinés. Combien les Français font payer Sarkozy pour cette soirée au Fouquet's et combien ça lui colle comme étiquette? Parce que, vu de l'extérieur de l'Angleterre... Vous ne trouvez pas ça choquant? C'est-à-dire qu'on vient d'être élu, pardonnez-moi, président de la République, et le premier geste, c'est d'aller au Fouquet's. Mais pourquoi? C'était pour fêter une victoire. Ça n'a choqué personne en Angleterre. Ça n'a choqué personne en Angleterre? Non, parce qu'à la fois, c'est pas la reine d'Angleterre. C'est pas
un poste cérémoniel. C'est quelqu'un qui dirige un pays. Il fait une victoire, c'est tout à fait normal. Ça n'a choqué personne. C'est pas un restaurant qui a 3 étoiles, c'est un restaurant à 3 €. Mais écoutez, à 100 €, pardon. Éric, mais vous avez parlé tout à l'heure du symbolisme de sa démarche. Ça retombe sur lui. Si elle est le président du peuple... Je vais vous parler de symbole. Quand l'équipe de France de football a gagné la Coupe du Monde, elle a été sur les Champs-Élysées. Quand Sarkozy a été élu, il a été sur les Champs-Élysées. Quand François Hollande a gagné les primaires, il a été dans le plus chic, le plus absolu, le plus élitiste des restaurants parisiens, sur le boulevard Saint-Germain. Aucun journaliste, aucun éditocrate ne dit c'est scandaleux. Hollande aurait dû aller dans une gargote de... Je pense qu'aujourd'hui, il doit s'en mordre les doigts tout de même, Sarkozy. Oui, mais c'est scandaleux. On lui a collé elle a raison, c'est oui, mais ce qui se scandaleux passe qu'on lui aussi, fasse procès. je trouve aussi assez factice les différences qu'on fait entre le candidat et le président Sarkozy, dans le sens où le quinquennat étant une période tellement ramassée, on a quand même senti Sarkozy en campagne pendant 5 ans. Donc moi, finalement, aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal à distinguer entre les deux. La frontière est assez ténue et finalement, depuis 5 ans, c'est pour ça que je trouve justement le passage au Fouquest tout à fait surprenant, une erreur de communication. Le quinquennat, c'est une période où évidemment, le président pense à sa réélection, mais dès le premier jour. D'où le côté paradoxal, ce qui peut surprendre symboliquement d'avoir mis les pieds là le jour de sa victoire. Je trouve ça tout à fait étonnant. Mais encore une fois, excusez-moi d'être un peu insistant, pourquoi vous ne trouvez pas surprenant, encore une fois, que le candidat socialiste aille à la Maison de l'Amérique latine, ce restaurant très élitiste du boulevard Saint-Germain? On n'est pas du tout au même stade de la campagne. Attendez, c'est un hôtel particulier qui s'enroule autour d'un magnifique petit parc dans l'endroit le plus cher de Paris. Aucun journaliste n'a dit du président de la République française, je vous parle de celui qui fait une campagne sur la souffrance sociale, François Hollande. Qui est pour l'instant pourquoi aucun journaliste ne l'a juste dit? Si, ça a été dit, je le savais, je l'ai entendu par des confrères. Et cette histoire, Annecy, quand on a vu Sarkozy, vraiment l'animal politique, quand il a parlé de François Hollande, ça c'était très intéressant, qui avait dit à la presse anglaise qu'il était très très libéral, alors que... Au Guardian, il a dit ça. Au Guardian, voilà, qu'il était très libéral, il a fait comprendre qu'il était très libéral, alors qu'il y a 15 jours, il disait que son ennemi jurait... C'est un menteur, François Hollande, Angela Difflay, vous pensez c'est un menteur? Je pense qu'il a tendance à tenir plusieurs discours. Un double discours. Comme tous les hommes politiques. Comme tous les hommes politiques, il tient un double discours. François Hollande, ce sera le mot de la fin, Sophie Malibaud. Éric Brunet, pourquoi Sarko va gagner? C'est aux éditions Albin Michel. Pour vous, ça ne fait pas de doute. En tout cas, il a pris 1 point dans les sondages au premier et au second tour. Donc après cette prestation à Annecy, comme d'habitude, on verra s'il poursuivra sa progression. On aura évidemment l'occasion d'en reparler dans nos prochaines émissions. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve lundi 19h10 pour un nouveau débat sur France 24. Très belle soirée, très bon week-end.